Alors, je vous invite à prendre place. On va démarrer la conférence de clôture avec Denis. Denis Christol. Donc, j'ai beaucoup de chance de présenter Denis Christol. Est-ce que tout le monde est là? Oui, tu n'es pas là? Voilà, donc j'ai beaucoup de chance de présenter Denis. Denis est une personne passionnante. Passionnante, et c'est pas par hasard qu'il est passionnant. Denis, il est passionnant parce qu'il est passionné. Depuis 30 ans, il est passionné de développement des personnes, développement des organisations, mais aussi passionné de sagesse ancestrale, d'innovation, j'en passe. Et donc, dans le concret, qu'est-ce que ça donne? Alors, Denis est directeur innovation à l'APM, l'Association pour le progrès du management, chercheur invité à Paris-Nanterre. Denis, tu es aussi fondateur du Cercle Apprendre Ensemble, l'APE, à l'origine d'outils collaboratifs, de coopératives pédagogiques, et j'en passe. Donc, vraiment, beaucoup de choses. On a l'impression que Denis, il a comme 3 vies en une. Alors, Denis participe à l'introduction de processus pédagogiques innovants qui contribuent à la transformation des organisations, tant industrielles, commerciales que publiques. Et donc, dans ses travaux et interventions, il relie les phénomènes éducatifs et la démocratie. Donc, les travaux portent notamment sur les méthodes pédagogiques, des apprentissages informels, des organisations de territoires apprenants, le développement des managers et le leadership. Denis est auteur de pas moins de 23 ouvrages, dont Apprendre à apprendre ensemble, Initiation à la pédagogie. Alors, Denis est la référence en pédagogie au niveau de l'Europe. Et donc, mais voilà, c'est sur ce thème et le lien entre le pédagogie, co-développement, intelligence collective que nous allons approfondir maintenant. Alors, pour compléter l'image, donc Denis est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, coach certifié, et je vous en passe. Alors, Denis, à toi la parole. Merci beaucoup de ce portrait très, très flatteur. Hein. Avant de commencer, je voudrais dire que j'aime les Québécois pour ma vie entière, puisque j'ai fait un voyage en 2015 et j'ai été accueilli de façon exceptionnelle. J'avais pris 6 semaines de congé et j'ai été invité 25 fois à manger, 2 fois en week-end. J'ai pu faire des rencontres incroyables. J'ai rencontré plus d'une 50aine de personnes alors que je connaissais personne. Juste Jean-François Roussel, prof à Sherbrooke, qui est aussi prof à Nanterre, qui m'avait ouvert un peu la porte. Mais de ce voyage, je garde une vision exceptionnelle de la pédagogie au Québec. Et donc, dès que j'ai l'occasion, je profite pour vous dire tout mon amour pour les Québécois. Voilà. Alors, l'idée, si vous voulez, ce sera de faire un exposé, peut-être une vingtaine de minutes, puis après de vous proposer, soit à distance, soit dans la salle, de réfléchir ou de voir ce que ça vous fait, la présentation que je vais vous faire, pour entamer un échange. Voilà un petit peu la proposition que j'aimerais vous formuler. Mais est-ce que tu m'autorises à une petite mise en route, parce qu'on est en fin de matinée chez vous, peut-être que vous allez bientôt avoir faim, et peut-être en France, on est en fin d'après-midi. Est-ce que c'est possible d'avoir une petite technique pour se réveiller? Avec grand plaisir. Vous êtes partant? Oui, on y va. Super. Okay. Alors, c'est très facile. Il s'agit de vous munir d'une feuille de papier, que vous soyez en présence ou à distance. Une feuille de papier et un crayon. Ceux qui sont à distance sont invités à allumer leur écran parce que la pratique que je vais vous proposer, c'est juste une petite méthode créative pour faire un portrait de groupe.
Voilà, j'attends que tout le monde soit muni d'une feuille de papier et d'un stylo. Et ça va être très, très facile comme exercice. Vous allez être invité à choisir un voisin ou une petite icône sur le Zoom. Et sans regarder votre feuille de papier et votre main et votre stylo, dessiner le portrait. Alors, le but du jeu, hein, c'est de garder votre pointe de stylo sur la feuille. Hein, et vous n'avez pas regardé votre feuille et votre stylo, et vous laissez votre créativité avancer. C'est OK? Laissez votre énergie intérieure faire des miracles. Ah non, Mylène, je vous ai vu en train de baisser les yeux pour regarder. C'est pas du jeu. C'est dénoncé par votre caméra. Non, non, il faut vraiment pas regarder sa feuille de papier. C'est le jeu. Pour se décontracter un peu avant de commencer. Alors Annick est coincée. Annick Paquette est coincée. Elle ne peut pas ouvrir sa caméra. Alors là, c'est embêtant. C'est pas facile. Hein. Élodie, vous êtes un peu dans le noir. On ne voit pas facile. Oui, alors, on peut se partager effectivement les dessins maintenant que vous avez fait le petit exercice. Alors, Anne, le jeu consistait à dessiner. Ouh, on a quand même des talents incroyables. Magali, c'est incroyable, c'est génial. Delphine, super. On voit qu'il y a quand même des gens qui ont... Et puis dans la salle, je ne vois pas, mais je sens une bonne ambiance. Donc écoutez, ça c'est chouette. Merci Bénédicte. Merci à chacun d'avoir joué le jeu. Pas mal Geneviève, c'était très sympa. Merci à chacun et chacune d'avoir joué le jeu et puis de se Denis, l'exercice amène beaucoup de réactions et d'enthousiasme et de bulles, parce que depuis 2 jours, on fait des bulles quand on arrive à bien respirer. Alors voilà, je nous invite et je t'invite à rappeler ce que tu viens de dire, parce que tu n'as pas été entendu. Ah, je disais que c'était juste pour se libérer avant d'échanger. C'était juste le plaisir, un petit peu de créativité, puis d'être ensemble et de vivre un moment de flow. Je vais en reparler dans l'exposé, un moment de plaisir, un moment de lâcher prise complet. Alors, je vais peut-être commencer, maintenant qu'on s'est un petit peu décontracté, qu'on a fait une parenthèse avant le moment précédent, pour vous parler un peu de pédagogie. Donc, je vais en parler pendant une vingtaine de minutes, et puis après, je nous inviterai à nous mettre en petits groupes pour échanger. Peut-être la première chose que je pourrais dire, c'est que ce concept de pédagogie, il n'est pas de moi, hein, je ne l'ai pas inventé. Et moi, je l'ai découvert parce que je mène des recherches sur l'auto-formation. Au départ, mon sujet, c'était l'auto-formation, notamment l'auto-formation des cadres. Donc, j'ai fait une thèse sur ce que j'ai nommé la fabrique des managers. Et je m'apercevais que ces managers, finalement, ils se formaient, mais surtout en dehors des salles de formation. Donc ça, ils apprenaient de façon informelle avec leurs équipes, leurs clients, leurs fournisseurs. En fait, ils apprenaient seuls, mais jamais sans les autres. Hein. Et puis, j'ai continué mes observations et j'ai vu à l'occasion de chantiers de formation, notamment dans des grands dispositifs d'innovation, qu'on apprend pas seulement en friction avec les autres, mais en mêlant nos désirs d'apprendre. C'est-à-dire que le fait de mêler son désir d'apprendre avec les autres, ça nous transforme d'autodidacte en sociodidacte. Vous voyez, en quelque sorte, pour moi, le sociodidacte, c'est celui qui mêle son désir d'apprendre à ses pairs. Il combine son désir d'apprendre avec les autres. Donc, du coup, je donnerais la définition comme ça de la pédagogie, c'est apprendre les uns des autres et pas seulement côte à côte. Voilà, ça, c'est pour moi important, c'est on apprend les uns des autres, pas seulement côte à côte.
Donc, quand on apprend les uns des autres, il apparaît des nouvelles qualités dans un groupe, notamment celle de constituer un terreau favorable pour aller au-devant des besoins des autres. C'est-à-dire que l'autre n'a pas besoin de demander quelque chose, on va lui apporter de l'information, on va l'aider. Donc, il se produit quelque chose quand la pédagogie se met en œuvre qui fait qu'on est proactif. Donc, la pédagogie, elle s'exprime au travail, à l'occasion de solidarité. J'ai pu constater ça, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie. Quand il y a des pannes de machines, tout le monde se met à essayer de trouver la solution. Donc ça, c'est l'action qui est la meilleure révélatrice de la pédagogie. Avec le Covid, on a vu aussi qu'on n'est pas tous très habiles avec le numérique, mais que tout d'un coup, tout le monde trouvait un rôle, conseiller les autres, le supporter, trouver le bon logiciel, trouver la bonne licence, maîtriser les fonctionnalités de Zoom, de Teams, de tous les logiciels qui nous sont arrivés. Souvent, on oppose la collaboration de la coopération. Pour moi, la collaboration, c'est un sentiment de partager un travail en commun, alors que la coopération, c'est un processus de répartition des tâches. Et donc, pour qu'il y ait cette expérience distribuée d'un côté et puis une organisation pratique de l'autre, eh bien, ça nécessite de fonctionner ensemble. Donc, se fonctionner ensemble, pour moi, la pédagogie, c'est d'abord apprendre à apprendre ensemble. Il y a une dimension réflexive collective. Et puis développer des nouvelles opportunités de se motiver, de créer de nouveaux désirs, en particulier de collaborer. La pédagogie, c'est aussi développer des savoirs collectifs qui dépassent l'addition des savoir-faire individuels. Par exemple, ce qu'on appelle la mémoire transactive. Alors, la mémoire transactive, ça signifie que dans une équipe, il y en a toujours un qui a des informations et l'autre qui a une autre partie des informations. Par exemple, dans un couple, il y en a un qui sait où est garée la voiture et l'autre où sont cachés les papiers. Donc, le couple se complète et ils arrivent à partir ensemble. C'est un peu pareil dans des équipes, les savoirs sont distribués. Il y a aussi une forme de leadership distribué quand il y a de la pédagogie. On n'a pas un chef en titre, mais des influences qui circulent. Il y a un système de reconnaissance croisée. On sait qui c'est quoi. Et puis, on a quelque chose qui est ce sentiment d'efficacité collective dans lequel chacun peut puiser pour aller plus loin que s'il était seul. Donc ça, c'est un sentiment qui est fort grâce à la pédagogie. Je pense aussi que la pédagogie crée des communs. Plus précisément, je dirais des capacités communes, au sens d'Amartya Sen, c'est-à-dire du pouvoir d'agir ensemble pour quelque chose de plus grand que soi. C'est les dialogues construits, c'est les échanges qui permettent qu'on trouve dans le groupe plus que ce qu'on ne pense pouvoir y trouver. J'irais jusqu'à dire que la pédagogie crée l'écorce intérieure d'un arbre, d'un groupe, pardon. Je prends l'image de l'arbre, mais c'est l'écorce intérieure du groupe. Elle le fait croître par le dedans. Elle dépose à chaque apprentissage une couche. Alors pour les arbres, c'est du cambium. Pour les humains, je ne sais pas. On pourrait parler d'expérium, une couche d'expérience qui se développe. Donc comme un arbre, le groupe pousse ses limites vers l'extérieur parce que le fait d'apprendre à plusieurs développe cette énergie et ce pouvoir d'agir. Chaque apprentissage, donné, reçu, transformé, reconnu, participe au trésor commun. Et ce trésor commun, c'est la confiance qui est indispensable pour que le flux collectif, la circulation d'énergie, d'émotions, de désir, de faire, d'apprendre, d'innover, elle soit optimum. On repère, quand il y a ce flow, à travers plusieurs phénomènes. Un premier phénomène, c'est la syntonisation. La syntonisation, c'est la mise en rythme d'une même onde. C'est quand un groupe va d'un même pas, sur une même fréquence. Mais il peut y avoir aussi de l'harmonisation. Ça, c'est plutôt une mise en rythme. Chacun est sur la même fréquence et chacun est à sa bonne place. La synergie, c'est aussi un des effets de la pédagogie, c'est-à-dire un effort partagé qui produit un effet démultiplié. On est plus fort. Et ça renvoie également à un autre effet qu'on observe souvent chez les fourmis qui s'appelle la stigmergie ou dit plus simplement la coaction. On agit ensemble à une œuvre commune. Et donc,
on échange des informations, un peu comme les fourmis qui se frottent les antennes et qui échangent des phéromones. Eh bien, en échangeant des informations, on développe quelque chose qui nous enrichit collectivement. Lorsqu'on a un maximum de ces effets, on peut observer ce que j'appellerais moi une expérience irréversible de coopération créative. C'est quelque chose qui est tellement fort qu'on se dit j'ai envie de revivre ce type de choses. Je me sens compris, je me sens à ma place, je sens que ce que je dis compte pour les autres, c'est ça que j'ai envie de vivre de ma vie. Alors, les chercheurs appellent ça un flow collectif. Il y a même des groupes de recherche qui sont spécialisés sur cette recherche de l'optimum humain. Et une fois qu'on a vécu ça, c'est difficile de revenir en arrière. C'est vraiment une expérience repère qui peut nous transformer ou transformer l'organisation. Voilà quelques éléments de pédagogie qui me semblent dépasser le simple process d'apprentissage, mais qui créent quelque chose dans des collectifs humains. Un deuxième thème que j'aimerais développer, c'est le codev. En quoi le codev participe de la pédagogie? Tout d'abord, le codev, c'est une approche structurée qui favorise des dialogues d'apprentissage de haute qualité relationnelle. Ce n'est pas le seul processus structuré, il y en a d'autres. Il y en a même qui sont plutôt déstructurés. Je pense au dialogue de Bohm, que certains connaissent peut-être, et qui sont aussi extrêmement intéressants, et qui, à l'inverse du codev, partent de zéro thème, zéro objectif, zéro enjeu, et simplement ouvrent un champ. Ce qu'apporte le codev, c'est qu'il fait explicitement du groupe un milieu d'apprenance, pas seulement un environnement. Je distingue le milieu de l'environnement. L'environnement, c'est ce qui nous est extérieur. Le milieu, c'est quelque chose qu'on modèle collectivement. Et donc, à travers le co-développement, on co-conçoit notre paysage, quelque part. On co-conçoit nos représentations. Chacun participe au modelage de l'ambiance et du ton favorable aux échanges. Et donc, du coup, il se produit cette qualité relationnelle qui permet d'aller assez loin. En fait, la modification de son paysage se produit sous le regard des autres, avec leur complicité. Et donc, il y a quelque chose qui est un partage des intimités, des émotions, des expériences. Il y a quelque chose qui fonctionne un peu à la manière d'une cure psychanalytique. Il y a des transferts et des contre-transferts qui opèrent dans le groupe. C'est-à-dire que même si l'un est le client et les autres les consultants, tous finalement bénéficient de ces échanges. Chacun, en alternant la posture de narrateur et d'auditeur, se mêle de l'expérience proposée. Ça n'est plus une expérience complètement extérieure, puisqu'on a un avis sur cette expérience. Et donc, plus on respecte le process du codev où on est alternativement celui qui apporte la solution problème, la question, et celui qui réfléchit, plus on renforce cela. D'une certaine façon, le codev renvoie plutôt à ce que les philosophes appellent la phénoménologie, plutôt qu'à une approche de résolution de problèmes. La phénoménologie, c'est on fait avec l'expérience, et l'expérience devient une matière, et elle commence à se partager, ce qui est difficile entre deux humains qui sont bloqués par le dialogue. Dans le processus de codev, il y a ce partage qui se met en place. Alors, il y a peut-être une évolution possible au codev pour éviter que justement les dialogues soient seulement le fruit des apports des membres. Eh bien, c'est qu'une place la plus large possible soit faite aux extériorités du groupe. Et ça passe probablement par augmenter l'intelligence collective, qui sera le troisième point que je vais développer. Alors, l'intelligence collective, au début, je vous ai annoncé que j'avais évolué dans ma réflexion en passant de l'auto-formation à la socio-formation. Et je crois qu'aujourd'hui, il serait temps d'augmenter nos consciences du rôle de la nature. Donc, j'évoquerai l'éco-formation qui prend en compte cette nature. Pour moi, il y a lieu d'opérer un changement de paradigme en cessant de raisonner par découpage, individu, collectif, nature, culture, ego, environnement, etc. Il me semble que cette notion de milieu, dont nous ne nous détachons jamais, doit être plus prise en considération. Nous sommes flux avec le milieu, d'une certaine façon, on est traversé par lui,
et tout ce qui circule est pris en compte. Donc pour moi, le CODEV ne se limite pas à être un groupe de gens, mais il faut se souvenir qu'on habite quelque part, qu'on est posé quelque part. Moi, j'ai toujours été marqué par le mot de formateur. Quand on parle de formateur, on a l'image qui vient de la personne qui modèle de l'argile, qui fait presque un vase, puis après, il s'agirait de remplir ce vase. Et je trouve que c'est impropre à cette représentation des êtres humains. Avec l'idée d'éco-formation, je vois plutôt que nous sommes coextensifs à notre milieu. Nous le façonnons autant qu'il est façonné et qu'il nous modifie. Et les premiers acteurs de ce milieu, c'est les autres participants au co-développement. Pour moi, le CODEV aujourd'hui, il mérite vraiment d'intégrer d'autres questions exogènes à la réalité du groupe pour participer plus pleinement à l'évolution du monde. On ne peut pas dire que le CODEV fonctionne si autour de lui la terre brûle, quoi. C'est juste pas possible de dire que c'est une technique neutre ou un processus socio-affectif, émotionnel. Il faut, de mon point de vue, intégrer d'autres questions. Moi, je reprends à mon compte des questions d'auto-charmeur et je me dis, mais pourquoi on ne pourrait pas les intégrer dans du CODEV, c'est-à-dire, quid des exclus, quid de la planète, quid des générations futures. Donc, intégrer d'autres niveaux de questionnement que ceux apportés par le porteur de la situation problème et du groupe. On peut aussi imaginer que le CODEV s'enrichisse d'autres ressources. Je pense qu'il y a des méthodes qui existent. Certaines sont anciennes, comme l'entraînement mental en France, qui a été inventé pendant la Résistance, qui est une vieille méthode un peu méconnue ou connue dans l'éducation populaire, qui aborde systématiquement la logique, la dialectique et l'éthique. Et ces trois dimensions-là, elles nous amènent à augmenter notre prise de conscience des systèmes complexes. Voilà. Il me semble que le risque, ça serait que la méthode de co-développement soit justement qu'une méthode, alors que ça peut être, selon moi, plus une philosophie qui peut intégrer des enjeux sociétaux. Voilà. Pour moi, la pédagogie, le CODEV s'inscrit dans la question de l'intelligence collective. Et pour moi, l'intelligence collective, son but, c'est de rendre le monde plus vivant. C'est essentiellement ça qui doit être poursuivi, en particulier aujourd'hui. Voilà les points clés que je voulais vous indiquer. Et ce que j'aimerais vous proposer maintenant, c'est de vous mettre par petits groupes de 5-6 personnes et de dialoguer, de voir ce que je vous ai dit, comment ça vous interpelle, comment ça vous fait réagir, quelles questions ça vous pose, pour initier entre nous un débat. Voilà ma proposition. Donc, on pourrait, pendant 10-15 minutes, peut-être 15 minutes, se mettre en petits groupes de 5-6, et puis imaginer les questions les plus puissantes qu'on a envie de se poser, soit à moi, soit aux autres participants. Il y a des gens qui sont très expérimentés, qui peuvent avoir des réponses dans le groupe. Voilà l'expérience que j'aimerais vous proposer. Est-ce que ça vous va? Et la réponse est unanime ici, c'est parfait. Allons-y donc pour se regrouper par 5-6 pendant 15 minutes et je peux prendre le rôle de timekeeper. Alors, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de créer les petits groupes sur les personnes à distance? Mariana, est-ce possible pour les petits groupes à distance? Oui, c'est en cours, c'est en cours.
Dans des réalités exogènes qu'on peut intégrer, là, l'exemple qui donnait, c'est les températures, je me sens comment on peut faire ça parce que donc concrètement, il y a un client qui est là, qui apporte comment on peut intégrer l'écologie, à moins d'arriver avec un sujet qui touche ça directement. Mais je vais l'amélioration des pratiques professionnelles de chacun et l'amélioration du climat de travail dans l'organisation et le suivi de développement.
Quelle que soit la complexité de votre travail, avec le work... Allô, allô, je prends votre attention 2 minutes, 30 secondes. Il vous reste 5 minutes, donc je vous invite doucement à aller vers wrap-up des idées, questions. Oh, t'es la moucha.
Denis, on commence à noter nos questions dans le chat. Ah, c'est une super idée. Questions, remarques, réflexions, youpi, jet de tomates, tout ce qu'on veut. Enfin, jet de tomates, c'est moins dangereux, là, vous pouvez y aller. C'est le bon côté du virtuel. Alors, on sent l'énergie à chaque table pour ce thème. Donc, on voit qu'on pourrait en parler très longtemps. Et par souci de temps, je vais quand même vous proposer de clôturer. Oui. Denis, souhaites-tu qu'on affiche directement les questions du chat? Bah, ça peut être pas mal. Et puis, je ne suis peut-être pas la seule personne à pouvoir répondre d'ailleurs. Hein. Si une personne se sent d'attaque à répondre, il ne faut pas qu'elle hésite. Hein. Dans la vision que j'ai des choses, le savoir, il est partagé. Donc, je ne me positionne pas. Voilà, j'ai juste été là pour faire une conférence, mais voilà, c'est cette idée de partager aussi les réponses. Oui, ok, super. Alors, bon, donc, voilà quelques questions qui nous sont ramenées. Quel lien faites-vous entre pédagogie et eutagogie? Comment extérioriser le codef, élargir le champ d'intelligence collective? Ou vous lire sur écoformation? Au final, pédagogie ne serait pas synonyme d'intelligence collective. Comment faire vivre un codef élargi à l'écosystème? Là, je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses des discussions. Est-ce que la pédagogie ne serait pas un grand chapeau dans lequel on met le codef? Est-ce que quelqu'un, déjà spontanément, a envie de dire quelque chose par rapport à ça? Ou est-ce que, Denis, on te passe? Moi, je veux bien eutagogie. Là, je viens de taper sur Google, je ne connaissais pas. Si celui ou celle qui a posé la question peut nous dire ce que c'est et partager, je trouverais ça chouette. Est-ce qu'il est ouvert? Oui. Donc, pour nous, ce qui a vraiment occupé notre conversation, c'est comment, justement, le CODEV peut aller au-delà des premières préoccupations d'une solution ou d'un... Donc, comment instiller la conscience à plus grand à l'écosystème. Donc, on a sorti quand même quelques solutions. Mais avant d'être dans la solution, déjà, juste de semer le vivant, d'être dans une pratique du vivant, on amenait l'idée que cette sensibilité-là nous ouvre déjà à être sensibles différemment à ce qui se passe dans l'environnement autour de nous, dans notre communauté. Donc, et un autre moyen, on se disait que même dans nos reflets, dans les questionnements, on peut amener des petites graines, semer donc une goutte d'eau, de faire voir comment l'apprentissage qui a été fait, comment le vécu de l'expérience vient changer notre perspective par rapport à l'inclusion ou par rapport à d'autres. Donc, parfois d'y aller de manière explicite, mais que ça va dépendre beaucoup de la maturité de notre groupe aussi, puis de bien choisir les mots selon avec qui on est en interaction. Est-ce qu'il y avait d'autres essais? Bien, on ajoutait que quand on parle du co-développement, on parle de la personne, le contexte et la situation. 3 aspects qu'on doit aborder. Et on se disait qu'il faudrait ajouter quelque chose, au moins peut-être dans le contexte. Donc, que le contexte soit plus grand que simplement le contexte de la situation, ou même le contexte organisationnel. L'élargir au milieu, au vivant, au monde, à l'écologie. Donc, c'est là peut-être qu'on pourrait inclure quelque chose qui pousse plus loin. Merci.
merci pour ce témoignage, ce partage de discussion qui est super intéressant. On a comme du coup un peu skippé les questions qu'on a reçues de nos collègues en ligne et amis en ligne. Mais c'est OK, on peut y revenir après. Maintenant qu'on est lancé sur le partage, je ne sais pas, Denis, est-ce que c'est OK pour toi qu'on... Moi, je laisse le... Tu sais, j'ai toujours l'idée que le pouvoir est dans le groupe. Hein. Donc, le pouvoir, il faut suivre l'énergie où elle se situe. Si l'énergie, elle est dans la salle, suivons l'énergie dans la salle. OK. Alors, quel groupe a envie de prendre le relais pour partager, compléter? Je vous propose qu'on y aille en ajoutant, complétant. Alors, voilà, ici. Bonjour. Nous, on s'est posé justement la question sur comment amener l'aspect justement qui est comme plus large donc de l'écologie à travers le co-développement et aussi l'aspect philosophique du co-développement. Où est-ce qu'il se retrouve en quelque sorte? Parce qu'on est tous dans la méthode, on est tous très, très dans l'utilitarisme du co-développement. Donc, on a un problème, on a une situation, on va la résoudre grâce au co-dev. Mais tout et chacun, on en retire quelque chose personnel et on repart avec ça, mais souvent, ce n'est jamais le point central de notre analyse, ou du moins, ce n'est jamais le point central de pourquoi est-ce qu'on fait le co-dev. Donc, il y a toujours un aspect utilitariste qu'on va amener à travers le co-développement, mais on en ressort avec quelque chose, une espèce de philosophie qui nous suit. Et où est-ce qu'elle est, cette philosophie-là? Comment est-ce qu'on peut l'attraper en quelque sorte? On parlait de carnet de bord entre sessions de codev ou ainsi de suite à ce moment-là. Donc, où est l'aspect philosophique qui nous suit et pourquoi certaines personnes, quand on est dans la pratique, ne l'ont pas? Tu sais, souvent, les gens, ils viennent, OK, je fais un codev, ça finit là, maintenant c'est terminé, je retourne au travail. Donc, pourquoi certaines personnes l'ont et comment certaines personnes le développent à ce moment-là? OK, merci. Alors, il y avait également ici... oui. OK, ça va. Merci. La question que ça nous pose, c'est comment faire évoluer le co-développement, s'il le faut. Comment le faire évoluer sans qu'il perde son âme. Ce n'est pas qu'une méthode en 6 étapes, le co-développement. C'est aussi cet espace que l'on crée pour évoluer ensemble. C'est aussi cet apprentissage que l'on fait ensemble. Mais on sait très bien que les gens avec lesquels on travaille, lorsqu'ils se retrouvent dans cette bulle, apprécient d'être dans cette bulle en premier. Peut-être qu'après une certaine maturité, on peut ouvrir à ce qu'on est en train d'apprendre ensemble pour ensuite influencer les systèmes dans lesquels on est. Mais c'est presque, l'action pourrait devenir aussi une action plus sociale ou même politique. Et ça concerne peut-être d'autres niveaux. Là, tu parles souvent des niveaux micro, méso et macro. Ici, on est peut-être aussi au niveau macro et c'est peut-être collectivement, comme association, qu'on peut aussi faire évoluer des sujets. À l'APM, vous le faites avec des groupes de co-développement qui sont centrés sur la responsabilité sociale et environnementale. C'est peut-être intéressant que tu nous en parles aussi, comment une mission, comment un groupe peut être articulé autour d'un sujet qui nous mène vers autre chose de plus grand que soi. Au travers peut-être la quête de chacun, on peut se trouver des quêtes collectives aussi pour évoluer ensemble. Mais la question, c'est ça, comment le faire sans que cette idée perde son âme, ou s'il le faut, mais comment elle pourrait contribuer davantage autrement. Merci. Je veux bien dire, peut-être, puisque tu demandes comment fonctionne le codev RSE, donc on a identifié que des dirigeants de notre association pour le progrès du management, qui sont des membres de notre association, donc des dirigeants d'entreprise, se trouvent à un moment donné en difficulté pour évoluer. Et donc, ils ont décidé, pour certains, de faire des codev qui sont thématisés. Donc, la responsabilité sociétale de l'entreprise est un des thèmes. Et puis, récemment, on a eu aussi quelque chose qui était une expérience extraordinaire, où il y a eu un mélange entre des jeunes enfants de nos dirigeants, mais également jeunes issus de quartiers plus difficiles. Et ils se sont retrouvés une 50aine pendant 2 jours, et ils ont pratiqué le co-développement entre jeunes et entre adultes. Et c'était juste incroyable, quoi. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise étaient concernés par les questions climatiques et de responsabilité sociétale des entreprises, mais ils ne savaient pas comment aborder les choses.
Et les jeunes ont apporté des questions, des étonnements, des naïvetés, des propositions qui étaient inédites. Donc ça, cette façon intergénérationnelle était vraiment exceptionnelle. Cette façon thématique était aussi intéressante parce que c'est très concret, c'est centré sur des dimensions très concrètes. Après, une des questions, comment ne pas perdre son âme? Moi, je dirais que je travaille beaucoup sur la posture de facilitation, et notamment par l'approche plutôt chinoise. Et je dirais qu'il y a quelque chose qui est le Wu Wei, qu'on traduit comme l'action sans action, ou l'intention sans intention. C'est quelque chose qui signifie de travailler sur son intériorité, sans avoir besoin de l'exprimer plus que ça, sans avoir besoin d'être militant, argumenté. Mais ça se passe par la nuance, ça se passe par les interstices, ça se passe par des détails qu'on met dans le contexte, qu'on met à travers des questions, mais sans chercher à influencer ou à emmener l'autre dans une direction particulière. Simplement en étant convaincu soi-même de la direction qu'il faut prendre. Donc, il y a là une non-neutralité. C'est-à-dire que souvent, on dit qu'il faut être neutre, il faut être... Moi, j'ai décidé de ne pas être neutre, parce que je crois que ce n'est pas vrai. Lorsqu'on est en interaction avec les autres, les experts de la communication, les tenants de Palo Alto nous disent on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas influencer. Donc, lorsqu'on n'influence pas, finalement, on adopte la neutralité technique gestionnaire ambiante. Donc, je nous invite, en tant que personne, à faire un travail de conscientisation de quelles sont nos valeurs, nos buts, comment construire notre sécurité ontologique, c'est-à-dire notre sûreté dans l'existence, nos axes de vie. Et c'est assez naturellement, sans avoir besoin de paroles, que nos corps vont exprimer des directions. Je le crois beaucoup, ce qui fait que j'aime beaucoup le Codev en ligne, parce que ça fonctionne, ça nous a beaucoup aidé pendant le Covid, mais je crois aussi que lorsqu'on est en présentiel, il y a un champ énergétique qui fonctionne, il y a quelque chose qui marche. Je vous ai donné 4 mots: syntonisation, harmonisation, stigmergie et synergie, qui sont des mots, des marqueurs d'un groupe qui fonctionne comme un, qui fonctionne avec un peu comme un banc de poissons. Vous voyez, on se tient à distance. Vous savez comment fonctionnent les bancs de poissons pour qu'à des milliers, ils arrivent à se retrouver? En fait, c'est assez facile. Chaque poisson regarde 3 poissons autour de lui et il se tient à la même distance de ces 3 poissons et il se contente de glisser vers les espaces libres. Ça ressemble à chaque poisson adopte ces 2 règles. Ce matin. Vous avez fait ça ce matin? Ah bah alors vous avez vu la force de ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant en matière d'intelligence collective. Après, je pense que assez subtilement, le Codev, il produit de l'intelligence collective, et l'intelligence collective, elle crée du plaisir, elle crée du vivant, et le vivant appelle le vivant. Donc plus on est solide dans le plaisir et la vie, la dimension organique qui est générée, plus finalement on véhicule des messages positifs. On fait vivre les choses plutôt que d'en parler. Waouh, c'est génial. Alors, j'ai comme le goût d'entendre aussi les échos des groupes en ligne. Exactement. Alors, on a vu là, Catherine ou Bénédicte ou Monique. Voilà. Avez-vous envie de nous partager des choses Oui. En fait, on en a parlé dans notre groupe, c'est aussi comme pour poursuivre sur le rôle du co-développement dans la société, la dimension écologique et tout ça. Donc, la question pour moi, déjà dans ce que vous expliquiez, comme la collaboration comme sentiment et la coopération comme processus. Donc, la collaboration comme sentiment, pour moi, c'est cet aspect-là. Quand on parle du plaisir de la collaboration, pour moi, ça correspond aux besoins fondamentaux des êtres humains, fondamentaux. Et donc, quand on réussit à créer par le processus ce sentiment de collaborer, c'est un plaisir qu'on a envie de répéter et de partager. Et si on fait déborder ça d'un point de vue plus philosophique, ce que ça dit, c'est dans
à partir du moment où je le contacte, je le conscientise, je sais comment faire. Je peux avoir envie de répéter puis de multiplier cette expérience-là dans mon environnement. Parce que j'y ai goûté, je sais ce que c'est, je sais ce que ça donne et je sais comment faire. Donc ça, je trouvais ça vraiment comme très, très, très inspirant. L'intention sans intention, c'est intéressant à la condition d'être conscient de nos intentions. Puis je pense que cette dimension-là est hyper importante aussi. Vous avez tout à fait raison, on le voit très souvent. Donc, quand on demande à une personne de réfléchir sur comment tu as agi, OK, mais à partir de quoi tu as agi? Donc, on peut clarifier, on peut aider à clarifier son intention. Mais si on développe cette gymnastique-là au bout d'un certain temps, c'est beaucoup plus facile pour chacun d'entre nous d'être au clair, en général, avec quelle est l'intention qui me porte dans cette action-là. Et je pense que, encore une fois, pour moi, ça fait partie de l'expérience qu'on peut rendre plus explicite dans un groupe de co-développement, mais vraiment la rendre plus explicite. Puis, les personnes qui ont envie de continuer de porter cette philosophie-là, si on peut dire, je pense qu'on a envie de le faire. Et voilà. Merci, Monique. D'autres retours des sous-groupes de Breaking Rooms? Discussion? Non, pas tout de suite. Alors, je reviens ici. Quel groupe a encore envie de partager? Daniel, alors, nous, c'est un peu répéter les préoccupations de chacune des tables, donc, mais en d'autres mots. Donc, comment intégrer des réalités exogènes dans la démarche? On a parlé d'intention aussi. Est-il possible d'avoir des intentions qui vont au-delà des questions posées dans la démarche du codev? Et on a parlé aussi d'impact social. C'est un peu plus... en fait, les autres tables en ont pas nécessairement parlé, mais donc introduire les notions d'impact social. Donc, comment introduire ces notions-là dans la démarche? Est-ce qu'il y avait... Michel, j'aimerais ça que tu donnes ton idée sur l'impact. Parce que Michel suggérait, on cherchait des façons concrètes. On dit, oui, mais comment on fait pour les intégrer, ces réalités différentes? Intégrer, bon, Denis parlait de génération future, de l'état de la planète, etc. On peut aussi parler de l'organisation. Et une idée de Michel, c'était à la 6e étape de la méthode. C'est une méthode à travers une philosophie, mais il y a une méthode. Et dans la 6e étape, quand on fait les 3A, appréciation et tout, Michel suggérait d'ajouter l'impact. C'est quoi l'impact de ce que je viens d'apprendre ou de l'action que le client a choisi de faire? Quel est l'impact sur l'organisation? Quel est l'impact sociétal? La notion d'impact qu'on pourrait rajouter à la 6e étape. Moi, je trouvais que Michel avait une idée brillante. Voilà. Tout à fait. Moi, je compléterais mon idée. En entendant Denis, bonjour Denis, en entendant son propos, ce qui me vient, c'est qu'on essaie dans un groupe de co-développement d'identifier pour chacun un objectif individuel. Dans certains groupes, on essaie d'identifier un objectif collectif. Pourquoi on n'identifierait pas un objectif exogène, un objectif social, un objectif qui pourrait être de l'ordre spirituel, peu importe. Puis c'est ce que vous faites à l'APM actuellement quand tu parles de responsabilité sociale. Alors, et pourquoi pas d'inviter un groupe dans une organisation ou des groupes dans une organisation à dire l'intention que vous avez qui dépasse votre groupe, qui dépasse votre propre développement, est-ce que c'est possible que ça soit aussi communiqué à d'autres personnes dans l'organisation, soit à la direction ou à d'autres gestionnaires quand c'est des gestionnaires ou à d'autres professionnels. Donc, en amont, introduire
cette perspective-là. Puis je pense qu'il y en a qui l'ont mentionné. Si les groupes sont à leur premier mois de co-développement, c'est peut-être pas applicable. Mais quand c'est un groupe qui se fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça pourrait donner une vitalité fort intéressante. Et ça rejoindrait, je pense, un peu les préoccupations que tu évoquais, Denis. C'était ma deuxième petite idée de la journée. Super inspirant. Est-ce qu'il y a d'autres retours, partages? Non. Alors, Denis, je te repasse la parole. Avec plaisir. Déjà, je suis heureux de l'accueil de ma remarque sur cette dimension du souci de voir le système dans son ensemble et pas que à la limite de l'organisation, de l'association ou de l'entreprise. J'ai le souvenir d'avoir fait le même type de proposition pour les 30 ans de la Société française de coaching. On était dans un amphi, il y avait peut-être 300 personnes, peut-être plus. Et puis je dis, mais le coaching, on ne peut pas dire que le coaching est satisfaisant si tout va bien entre le client, son entreprise, son chef, et si tout autour, ça ne va pas. Il faut pousser au maximum la logique du système et probablement le contractualiser au départ, puisque dans le coaching, on fait contrat. Donc, pour moi, il y a cette question qui est à aborder. Il ne s'agit pas d'en faire un dogme, mais de garder la forme du questionnement. Je pense que c'est plutôt par la forme du questionnement, qui est une influence douce, qu'on peut apporter les choses et qui peut nous permettre d'élever les consciences. Je pense qu'on est à un moment où on n'apprend pas simplement pour soi, pas simplement pour son groupe, mais probablement pour sa communauté et son territoire. J'ai eu, il y a 2 ans, j'ai eu le décès de ma maman qui est arrivé et je me suis rendu dans la région de mes origines, auprès de mon papa qui a 90 ans et qui vivait seul. C'est en pleine ruralité en France. Et je me suis aperçu de la nécessité impérieuse que des formes d'instruction, de pédagogie, d'apprentissage entre pairs peuvent jouer sur les territoires. Si on ne parvient pas à agir sur des territoires excentrés, eh bien les gens se trouvent démunis, abandonnés, se retournent vers eux-mêmes et éventuellement procèdent à des votes extrémistes ou à des actions qui ne permettent pas au développement du territoire. Donc, pour moi, il y a un vrai lien entre les formes d'éducation, et en particulier de dialogue, et puis le développement des démocraties. Je pense qu'il est urgent et important de prendre soin de la qualité de ces dialogues, de le faire dans la plus haute qualité relationnelle, la plus haute qualité éthique, en direction des autres, et que ces formes pédagogiques ne soient pas simplement des formes parmi d'autres. Pour moi, ça ne doit pas être des formes parmi d'autres, une technique à la mode. Je pense qu'il y a lieu de creuser la philosophie particulière, qu'est-ce que ça signifie d'apprendre ensemble les uns des autres. C'est extrêmement précieux. Il y a beaucoup de pédagogues qui nous montrent que c'est précieux. J'ai eu l'opportunité de visiter des pays du nord de l'Europe, Norvège, Finlande, dans lequel il y a d'autres pratiques. Par exemple, en Norvège, il y a ce qu'on appelle des cercles d'apprentissage, dans lesquels des adultes se réunissent ensemble et se définissent des programmes d'apprentissage sur des sujets de la vie pratique. Comment réparer une moto, comment éduquer un adolescent, comment construire un jardin partagé. Et ces cercles d'apprentissage sont très communs là-bas. Ça participe du vivre ensemble. Je pense que le co-développement peut jouer ce type de rôle parce qu'il fonctionne, c'est une formule qui est robuste, c'est-à-dire tout le monde peut s'en approcher. Après, ça nécessite beaucoup d'art de la part des facilitateurs et des participants pour le faire grandir et en tirer toute la substantifique moelle. Mais ce sont des outils de développement massif de démocratie qu'on peut mettre dans les organisations et les entreprises et qui permettent d'élever le plus possible les consciences. Donc moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le co-développppement. C'est parce qu'il a une apparente simplicité et robustesse, et puis derrière, il y a beaucoup de finesse et beaucoup de potentiel. Voilà, donc ça, moi, j'y mets plus qu'une méthode pédagogique, si vous voulez, derrière
derrière ça. Je l'ai vu fonctionner auprès d'ouvriers, je l'ai vu fonctionner auprès de cadres, je l'ai vu fonctionner auprès de cadres de la fonction publique française, je le vois fonctionner auprès de chefs d'entreprise en France, je l'ai vu fonctionner avec des dirigeants et des jeunes, et donc on voit que de façon protéiforme, ils diffusent des façons de dialoguer, et j'espère qu'à force que les personnes apprennent à s'écouter, à se questionner, à réfléchir ensemble sur leurs apprentissages, ça produise une énergie qui soit contaminante ou qui se diffuse plus largement. C'est vraiment intéressant pour les 10 ans de la QCP de terminer avec cette conférence vraiment qui remet le Codev en perspective pour l'avenir avec les défis qu'on est tous amenés à vivre. Et voilà, ça me donne aussi envie de refaire le lien avec ce qu'on a vécu ce matin, qui est très similaire à tout ce dont on parle ici. Enfin, ce que plusieurs d'entre nous, parce qu'il y avait 2 ateliers, ont vécu ce matin avec le côté du travail qui relie, du lien, qu'on a vécu physiquement et voilà, sur lesquels on met des mots et qui nous amène des défis, beaucoup de défis et une longue vie au co-développement, je dirais. Est-ce qu'on arrive sur la fin ou est-ce qu'on… Juste avant que tu aies le mot de la fin, j'aurais juste le goût d'ajouter un propos. Denis, je me souviens d'avoir été pratiquant d'une méthode de méditation où on disait quand 1% de la population méditera de cette façon, on changera le monde. Peut-être quand 1% de la population fera du co-développement ou des pratiques similaires, assurément qu'il y aura plein de choses qui vont changer. Je parle souvent du co-développement comme une méthode et une approche qui évolue pour faciliter une activité, une pratique, mais c'est peut-être aussi pour s'assurer d'une présence, une qualité de présence qui soit différente sur la planète ou avec nos pairs. J'en parle souvent comme une méthode qui veut favoriser donc une pratique plus efficace, plus connectée, plus autonome, mais ça nous amène aussi à parler d'une approche qui pourrait être aussi plus engagée et plus responsable. Merci.